Nous abordons la philosophie rationaliste au XVIIe siècle en Europe occidentale. Le rationalisme s'oppose à un mouvement pratiquement contemporain, un mouvement de pensée, qui est l'empirisme. Alors ce sont en fait deux méthodes différentes pour appréhender le monde, pour appréhender le réel. Alors un petit mot peut-être sur l'empirisme que je ne traiterai pas en tant que tel cette année-ci, mais qui vous permettra peut-être de comprendre la distance qui sépare ce mouvement du rationalisme. L'empirisme, en fait, c'est une vision et une manière de penser qui considère qu'on ne peut appréhender la réalité que par l'expérience. Donc le mot-clé, c'est l'expérience. L'empirie, qui a donné son mot à l'empirisme. Autrement dit, la réalité ne peut être construite qu'a posteriori, après avoir mené des expériences. Cette manière d'appréhender le monde, l'univers, se développe essentiellement en Angleterre, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les principaux philosophes qui appartiennent à ce courant sont John Locke, j'écris son nom au tableau, et au XVIIIe siècle, David Hume. Appartiennent à ce courant également en France d'autres personnes comme Condillac. Et dans l'univers anglo-saxon, j'aurais pu vous citer également Berkeley. Ça va ? Mais mon propos d'aujourd'hui, ce n'est pas l'empirisme, c'est le rationalisme, qui lui se développe sur le continent. Et il a pour principaux représentants 4 penseurs. Le plus célèbre d'entre eux étant René Descartes. Qui est un Français qui vit dans la première moitié du XVIIe siècle. Ensuite, en hollandais, mais doit-on dire en hollandais, en fait c'est un juif dont la famille est originaire du Portugal et qui s'est établi à Amsterdam, c'est Baruch Spinoza. Baruch, c'est un nom donc hébraïque qui a été traduit en français par Benoît, Benedictus en latin. Ensuite, vous avez un élève de Descartes qui s'appelle Malebranche, qui est un prêtre oratorien, qui est tout à fait contemporain de Louis XIV. Il est né en 1638 et il meurt en 1715, donc il est né la même année que Louis XIV et il meurt la même année que Louis XIV. Donc il est son contemporain
absolue. Et enfin, vous avez Gottfried Wilhelm Leibniz, qui est un Allemand. Donc je vais revenir sur tous ces personnages dans le cours qui vient. Alors, je vais commencer donc par René Descartes. Et ce nom, bien sûr, ne vous est pas inconnu, ne fût-ce que par les cours de mathématiques que vous avez pu avoir en secondaire, où il était question, par exemple, de produits cartésiens. Ça doit vous rappeler quelque chose. Hein? Alors, René Descartes est né en 1596 et est mort en 1650. Descartes est né en Touraine, dans un village qui s'appelle La Haye, comme la capitale des Pays-Bas, mais c'est un village. Il va faire ses études au collège jésuite de La Flèche. Et après avoir terminé ses études, il va se lancer dans la carrière militaire, ce qui est assez original pour un philosophe, enfin, quelqu'un qui va devenir un philosophe. Il va en effet rejoindre l'armée de Maurice de Nassau, qui est un grand général, donc hollandais, à cette époque-là. Il va, je ne vais pas rentrer dans le détail de sa vie, bien entendu, mais en 1619, il va vivre un célèbre rêve, un célèbre songe, qu'il va vivre comme une véritable illumination. Alors, on n'a pas le détail sur cette illumination. On ne sait pas très bien si c'est à la suite de cette illumination qu'il a inventé la géométrie analytique, ou si c'est le moment où il a conçu son système méthodique, sur lequel je vais bien entendu revenir largement dans le cours de cet exposé. Il va vivre entre 1629 et 1649 aux Pays-Bas. Alors pourquoi les Pays-Bas? Parce que les Pays-Bas à l'époque c'est une terre de liberté. À l'inverse de ce qui se passe dans les autres pays européens, il n'y a pas l'absolutisme et il n'y a pas cette alliance étroite entre la religion et la politique. Alors qu'en France, en Allemagne, surtout en Espagne, au Portugal à la même époque, tout cela est très lié. Donc c'est une terre de liberté et surtout on peut penser librement. On peut penser librement. Écrire surtout. On peut être publié sans risquer la censure. Et c'est pour ça que de nombreux auteurs, à l'époque, des philosophes, des savants, publient aux Pays-Bas pour justement éviter la censure. Entendons-nous bien, quand je dis ici les Pays-Bas, il faut savoir qu'à l'époque ça s'appelait les Provinces-Unies, hein, parce que ce qu'on appelait Pays-Bas à cette époque-là au sens strict, ce sont les Pays-Bas espagnols, c'est donc la Belgique. Mais donc quand je parle des Pays-Bas ici, je parle bien des Provinces-Unies, donc la Hollande, la Zélande, Utrecht, etc. Donc surtout la Hollande, qui est la principale des Provinces-Unies, qui est la plus riche, et c'est là où tout se passe. Je dirais que la Hollande, au XVIIe siècle, ben, c'est un petit peu comme la côte est des États-Unis, ou mieux encore, je dirais, comme la côte ouest, la Californie, la Silicon Valley. Donc, les Pays-Bas à cette époque-là, et surtout la Hollande, sont
le centre du monde économique, mais également sur le plan intellectuel. C'est une petite terre où il se passe plein de choses et où on élabore justement des systèmes de pensée très intéressants. Pensez en particulier, outre Descartes, à ce qui va se passer avec Spinoza, j'en parlerai tout à l'heure, ou avec Hugo de Grotius, qui est à l'origine du droit des gens, c'est-à-dire du droit public international. Alors, je vous ai dit que Descartes vit pendant une vingtaine d'années dans ces Provinces-Unies, entre 1629 et 1649. Il est appelé par la reine de Suède, Christine, et après beaucoup d'hésitation, il se rend en Suède, mais un an plus tard, il va y décéder parce qu'il était atteint d'une maladie des poumons, sauf erreur de ma part. Alors, cette reine Christine de Suède, c'est une femme assez extraordinaire, c'est la femme de Gustave Adolphe, le roi de Suède, qui avait combattu en Allemagne pendant la guerre de 30 ans, et c'est une femme qui s'intéresse beaucoup à la philosophie et qui voulait à tout prix rencontrer ce philosophe dont tout le monde parlait à ce moment-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film d'Ariane Mouchkine, Molière, qui est un film assez remarquable, où on voit Molière à un moment donné qui est sur un chariot et qui apprend que Descartes vient de mourir, et c'est vraiment le drame pour les intellectuels à ce moment-là. C'est la fin d'une pensée, c'est les lumières de New York qui s'éteignent à ce moment-là. Alors, parlons maintenant du système philosophique de Descartes. Alors, Descartes a voulu reconstruire, ou plutôt construire un système permettant de reconstruire tout le rapport de l'homme au monde. Descartes est avant tout un savant. C'est un grand mathématicien, c'est un physicien, et comme tous les philosophes de l'époque, il ne veut laisser aucun champ de la réalité hors de ses sujets d'investigation. René Descartes va se poser une question et se dire, mais qu'est-ce qui me permet de dire que ce qui nous entoure, et ce qui m'entoure moi en particulier, René Descartes, est bien la réalité? C'est une question évidemment essentielle pour un philosophe, et je dirais même pour tout un chacun, sauf qu'il y a des tas de gens qui ne se posent pas cette question, et qui vivent au quotidien, sans se poser évidemment ce genre de questions, mais c'est une question essentielle. Et Descartes va mettre au point une méthode qui est celle du doute systématique, ou plus précisément du doute méthodique. Il se dit que pour pouvoir être sûr de la réalité qui nous entoure, il faut partir d'idées que l'on ne puisse pas contester parce qu'elles sont claires et évidentes. Donc, le premier principe de sa méthode est celui de l'évidence. Il faut que ça aille de soi, que personne ne puisse remettre en question certaines vérités pour pouvoir reconstruire tout l'édifice qu'il remette en question, parce qu'à ses yeux, les fondements des systèmes philosophiques proposés ne sont pas sûrs. Et pour cela, il va proposer un deuxième principe, qui est celui de la méthode analytique, où il faut décomposer tout ce qui nous entoure en principe extrêmement simple, et ensuite, dans un deuxième temps, et là on peut parler de méthode synthétique,
reconstruire l'édifice à partir de ces principes élémentaires pour composer des corps complexes. Enfin, quatrième et dernier principe, Descartes veut systématiquement appliquer la méthode du dénombrement, autrement dit, un principe d'ordre tout à fait scientifique, pour ne rien oublier dans le cadre de sa démarche. Alors je vais vous lire un passage célèbre où Descartes reprend tout ce que je viens de vous dire. Ce texte est tiré de son discours de la méthode qui paraît en 1637 et de sa deuxième partie plus précisément. Alors écoutez-moi bien. Donc il explique sa méthode. Au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas une seule fois à les observer. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. Donc le mot-clé ici c'est évidemment, c'est l'évidence qui doit primer. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le principe analytique. On divise les difficultés. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Donc le mot-clé de ce troisième principe, c'est évidemment le mot ordre. D'ailleurs, la notion de cartésianisme est liée à la notion d'ordre. C'est donc le principe synthétique. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Donc, vous appellerez ça le principe d'exhaustivité. Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles. Alors, vous avez bien entendu, des chaînes de raisons. Ici, c'est évidemment le mot raison qui est essentiel, puisque je vous parle du rationalisme. C'est un courant philosophique qui cherche à comprendre les raisons et l'enchaînement des raisons, l'enchaînement des causes à conséquence, dont les géomètres, alors c'est important aussi, vous voyez que c'est un savant, il parle des géomètres, lui-même, je vous ai dit, c'est un mathématicien. Il a travaillé sur la physique, il a travaillé sur la météorologie, il a travaillé dans le domaine de la physique sur l'optique, par exemple. Ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avait donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon et que, pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, oui, c'est toujours le même principe, hein, la notion d'évidence, et qu'on garde toujours l'ordre, de nouveau ce mot-clé, qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il ne peut avoir de si éloigné auquel enfin on ne parvienne,
ni de si caché qu'on ne découvre. Voilà, c'est un texte fondamental. Dans quelques instants, je vais vous lire un autre texte fondamental tiré de la méthode où il est question du fameux « je pense, donc je suis ». On a souvent comparé Descartes à Nicolas Poussin, qui est un grand peintre du XVIIe siècle. Vous savez que le XVIIe siècle, et je m'adresse ici à tout le monde, mais plus particulièrement à ceux qui font des études historiques ou des études littéraires, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants français ici, vous savez que le XVIIe siècle est une époque où sont en tension deux courants. D'une part le baroque et d'autre part le classicisme. Le baroque, qui dans le domaine de l'art est dominé par la courbe, alors que dans le domaine de l'art classique, ce qui domine, c'est la droite. Dans le domaine du baroque, c'est l'asymétrie, L''asymétrie, tandis que dans le domaine du classique, c'est la symétrie, avec la césure après l'article défini. Vous avez peut-être déjà vu les colonnes du Bernin qui se trouvent à Saint-Pierre de Rome. Vous avez des colonnes torsadées comme ça. Hein? Alors que dans l'art classique, ce n'est pas la courbe qui domine, c'est au contraire les droites. On fait référence immédiatement à l'art grec, romain, où dominent des colonnes droites cette fois, sans fioriture. Autant l'art baroque va être l'art de propagande de l'Église catholique, autant l'art classique va être un art de propagande pour la monarchie absolue. Donc l'art privilégié par Louis XIV, par Louis XIII et donc Richelieu, Louis XIV, c'est l'art classique. Vous pensez à Versailles, bien entendu. Bon. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Descartes, tout ça? Mais on voit que Descartes, il s'inscrit dans une configuration liée à l'histoire des mentalités, qui est celle du besoin d'ordre, de rigueur. Une société où tout est structuré, où chacun doit avoir sa place, sur le plan social, sur le plan politique. Il y a un ordre voulu par Dieu. Eh bien, je vous ai parlé de Nicolas Poussin il y a quelques instants. Eh bien, on compare volontiers la philosophie de Descartes à Nicolas Poussin. En effet, je vous ai dit, vous l'avez entendu, d'après la lecture que je viens de faire, que Descartes s'intéresse à l'enchaînement des raisons. C'est le mot qui apparaissait dans la deuxième partie du discours. Il parle bien de l'enchaînement des raisons. Eh bien, quand on voit un tableau de Nicolas Poussin, qui est un peintre classique, eh bien, on a vraiment l'impression que tous les personnages ont une action qui s'enchaîne avec une autre, et que c'est le spectateur du tableau qui intervient pour donner du sens à cet enchaînement. Alors vous voyez peut-être où je vais en venir tout doucement. Dans le fameux « je pense donc je suis ». Dans « je pense donc je suis », ce qui est important, ce n'est pas tellement le mot « pense », comme on le dit souvent, c'est le mot « je ». C'est la notion de sujet. C'est le recentrement de la réalité à partir du sujet qui permet de comprendre la réalité qui nous entoure. Alors, je vous montre peut-être l'un ou l'autre tableau de Nicolas Poussin. J'essaie d'en trouver un qui soit peut-être plus parlant que les autres. Le massacre des innocents, donc première moitié du XVIIe siècle. Vous voyez au-dessus. Vous voyez qu'il y a un enchaînement entre les différents acteurs qui apparaissent sur ce tableau.
Autrement dit, ce que l'un fait entraîne une action d'un autre qui entraîne également une troisième action. Je vais essayer de voir si j'ai autre chose. Ici, c'est l'enlèvement des Sabines, sauf faire de ma part, je vérifie. Oui, l'enlèvement des Sabines, qui se trouve au Metropolitan Museum de New York. Si vous voyez ce tableau, vous voyez également un enchaînement de ce qui est en train de se passer. Une action qui va dans un sens et une autre action qui va d'ailleurs dans l'autre sens, si vous regardez bien. Eh bien, on peut dire que la méthode mise au point par Descartes fonctionne selon le même scénario, selon le même schéma. Alors, je vous explique ça en quelques mots. Pour Descartes, le seul moyen de construire un système métaphysique qui ait une valeur sûre, que l'on puisse valider, autrement dit comme en mathématiques, que l'on puisse valider, c'est qu'il faut tout remettre sur la table, si je puis dire, faire table rase. Alors il va se poser des questions élémentaires. Il se dit, mais pour trouver ces évidences, ces idées que rien ne peut remettre en question, il va faire l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse, que tout ce que nous voyons autour de nous n'est qu'hallucination. Comme si nous étions en train de vivre un rêve. Autrement dit, ce que je vois autour de moi, je fais l'hypothèse que ça n'existe pas. Donc, je fais table rase du monde qui m'entoure. Comme si c'était un rêve. Mais Descartes, qui doute du monde qui se trouve autour de lui, affirme qu'il y a une chose dont on ne peut pas douter, c'est que le sujet qui considère que tout ce qui est autour de lui est hallucination, lui, doute. Et s'il doute, il faut bien qu'il y ait un sujet qui doute. Et vous voyez que ce qui est important ici, de nouveau, c'est le jeu. Plus que le concept de pensée, même si évidemment le concept de pensée est important, mais c'est l'idée du sujet. J'ai devant moi des littéraires, et donc vous savez que le sujet, c'est celui qui est quoi? Je crois qu'il y a des littéraires devant moi ici. C'est quoi le sujet? Oui, c'est celui qui fait l'action, tout à fait. Et l'objet, c'est quoi? Oui, et donc s'il subit, ça veut dire qu'il se trouve en face de. Parce que objet vient d'un mot latin, sujet aussi d'ailleurs. Dans objet, vous avez ce qui est jeté devant. Ob, ça veut dire en face en latin. Objet, ce qui est jeté devant, en face de. Il y a des germanistes dans la classe. Oui? Eh bien, objet en allemand, ça se dit Gegenstand. Gegenstand, c'est quoi? Gegen, c'est le ob latin. Et Stand, c'est ce qui se trouve en face de Gegenstand. C'est ça, l'objet. Voilà. C'est un mot qui revient souvent en la philosophie. Hein? Alors, donc, à partir du moment où il y a une chose dont je puis être certain, c'est qu'il y a un sujet pensant, à partir de ce moment-là, ce sujet pensant, c'est ce qu'il appelle res cogitans. Je l'écris au tableau, c'est-à-dire la chose qui pense. Res cogitans.
la chose pensante. Ça vient du latin cogitare, ça veut dire penser. Et res, ça veut dire la chose. Quand on dit le réel, ce sont les choses. C'est ça le réel. Ce sont les choses, le réel. Hein? Alors à partir de ce moment-là, il va pouvoir reconstituer tout un système. Il dit, puisque je ne peux pas douter que moi je pense, donc c'est que je suis. Je suis vraiment. Parce que je ne pourrais pas être si je ne pensais pas. Donc il y a un lien de cause à conséquence entre les deux éléments. Ils sont liés. Mais encore faut-il qu'il y ait quelque chose qui soit extérieur au sujet, qui puisse garantir le système qu'il est en train d'édifier. En effet, on pourrait dire Descartes doute de tout, mais il ne doute pas qu'il doute. Parce qu'on pourrait dire c'est aussi une hallucination. On pourrait dire mais il ne doute pas en fait, il croit qu'il doute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'il y ait une garantie, une caution qui soit extérieure au sujet. Alors où va-t-il trouver cette caution, cette garantie? Ce sera Dieu. Alors vous allez dire, oui mais là, est-ce que c'est pas un petit peu un lapin qui sort de son chapeau à la dernière minute? Ben, si vous êtes athée, vous allez dire oui, bien entendu. Mais comment argumente-t-il cette garantie qu'est Dieu pour son système? Eh bien, il dit que, puisque moi, qui suis imparfait, je puis penser à quelque chose, à quelqu'un, à un concept qui est parfait, c'est que ce quelque chose, ce quelqu'un ou ce concept ait mis cette idée de perfection en moi. Je ne pourrais pas, moi, imaginer ce que c'est que la perfection s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a mis en moi. Et c'est pour ça qu'il fait intervenir Dieu. À côté de cette idée, ces idées claires que j'ai mentionnées, tout d'abord, je vous ai dit, moi, je pense, donc je suis. D'abord moi, le sujet. Et ensuite, Dieu, qu'il fait intervenir par déduction. Vous notez cet élément, cette démarche, c'est par déduction qu'il fait intervenir Dieu. Mais il y a aussi d'autres choses dont on ne peut pas douter. En aucun cas, ce sont les vérités mathématiques qui sont vraies partout et de tout temps. Donc les vérités mathématiques sont éternelles et ont valeur universelle. N'oubliez pas que c'est un mathématicien. Donc pour lui, souvenez-vous ce que je vous ai expliqué dans le premier cours, je vous ai expliqué, je vais expliquer des choses que vous saviez, mais enfin, j'ai repris, je vous ai rappelé ce que c'était que le théorème de Pythagore. Hein? Vous vous souvenez? Eh bien pour lui, le théorème de Pythagore, il a valeur universelle, où que l'on se trouve. Le théorème de Thalès également. Donc pour le théorème de Pythagore, c'est clair que le carré construit sur une hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des deux carrés qui sont construits, les deux autres carrés du même triangle rectangle. Donc pour lui, ce sont des évidences. Donc la notion d'évidence, c'est la notion de quelque chose qui est clair et distinct, dont on ne peut pas douter. Alors maintenant, je vais vous lire le deuxième texte de Descartes, où se trouve le passage célèbre que j'ai commenté depuis quelques instants. Alors, c'est tiré du discours numéro 4, toujours dans le discours de la méthode, dont je vous montrerai une édition tout à l'heure. Les éditions abondent, hein, par exemple en livre de poche ou en folio, par exemple.
Alors, écoutez bien, ce texte est évidemment fondamental et fondateur pour la pensée moderne. J'avais dès lors remarqué que pour les mœurs, il est besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort incertaines tout de même, que si elles étaient indubitables, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Mais, pour ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je fisse tout le contraire et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Ainsi, à cause que les sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y avait aucune chose qui fût telle qui ne nous la font imaginer. Et, pour ce qu'il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant, même touchant les plus simples matières de géométrie, et y font des paralogismes, je rejetai comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration. Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune pour l'heure qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et, remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques ne pouvaient l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, et qu'au contraire de cela même que je pensais à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j'étais, au lieu que, si j'eusse seulement cessé de penser, encore que tout le reste de ce que j'avais imaginé eût été vrai, je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été, je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle, en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Donc vous voyez que j'ai repris ici le texte de Descartes, parce qu'il est évidemment beaucoup plus beau que le commentaire que j'ai pu en faire, l'explication. Vous voyez qu'il écrit dans une langue tout à fait admirable, et c'est le premier philosophe, tenez-vous bien, à faire de la métaphysique, qui écrit en français. Tous les philosophes avant Descartes écrivent en latin. Et on va d'ailleurs continuer à écrire en latin dans les pays germaniques pendant bien longtemps. Dans le nord de l'Europe, en Angleterre, il écrit en français. Donc vous imaginez la diffusion que son texte a pu avoir, qui est beaucoup plus large que s'il avait écrit un lourd passum en latin, bien entendu. Quand vous pensez que Newton, dans les années 1680, lorsqu'il explique la fameuse loi de la gravitation universelle, il écrit en latin un traité de physique. Donc vous imaginez, donc 50 ans après Descartes. Donc vous voyez que l'usage du français va être un vecteur, un véhicule formidable
pour la diffusion du cartésianisme. Donc l'ouvrage de Newton auquel je faisais référence est évidemment c'est Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, ce qui veut dire les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Parce qu'à cette époque-là, la science, quand on parle de science, on dit encore la philosophie naturelle. Voilà, c'est le mot qu'on utilise encore à cette époque-là. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en français ici, ils savent aussi que Descartes publie son discours de la méthode en 1637. Notez bien cette date, 1637. L'Académie française est fondée par Richelieu en 1635. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux dates? Peut-être que les étudiants de littérature ici peuvent me le dire. Qu'est-ce qui se passe en 1636? Fin 36, début 37? Comment? Non, c'est pas ça. Le français est déjà utilisé comme langue officielle depuis l'édit de Villers-Cotterêts, depuis 1539. Mais c'est quoi? Ça doit vous rappeler quelque chose dans le domaine de l'histoire du théâtre. Non? La fameuse bataille du Cite, non? Le Cite est publié en 1636 par Corneille. Hein, c'est avec le début de la querelle des anciens et modernes d'ailleurs. Vous vous souvenez? Corneille qui est condamné par l'Académie, qui veut justement tout régenter à la manière de l'ordre classique, et donc d'une manière très rationnelle fixée, elle avait fixé la fameuse règle des trois unités, hein, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, sans parler de la règle de bienséance, entre autres choses. Tandis que Corneille, qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, il avait dérogé à cette règle-là, puisque dans le Cite, il avait écrit une tragicomédie. Ce n'était pas une tragédie, et ce n'était pas une comédie non plus, c'était un genre bâtard, hein, puisqu'il ne respectait pas justement la fameuse règle des trois unités. On est tout à fait dans l'ordre classique, avec cette querelle des anciens et des modernes. Et Corneille, il déroge. Donc c'est intéressant, il faut toujours replacer les œuvres des philosophes dans leur époque. Donc retenez, 1635, l'Académie française est fondée par Richelieu, et quand Richelieu fonde l'Académie française, c'est pas pour honorer quelques scribouillards, à ce moment-là, c'est pour canaliser des écrivains qui pourraient s'opposer à l'ordre monarchique, bien entendu. Mais Descartes, à l'époque, il vit où? Quand il remet tout en question? Comment? Aux Pays-Bas, entre 1629 et 1649. Alors je vous ai dit qu'il y a évidemment un lien étroit entre le rationalisme et le classicisme, mais il remet tout en question, parce que Dieu, il le fait intervenir non pas au début, mais je dirais comme garantie de sa démonstration. Or, vous pensez bien que c'était tout à fait considéré comme hérétique par l'Église catholique à l'époque, parce que Dieu, c'est quelque chose à propos de... On ne peut même pas raisonner, Dieu, il est au départ de tout. Là-bas, c'est le point de départ, tandis qu'ici, le point de départ, c'est le sujet, c'est moi le sujet. C'est moi qui suis le point de départ, c'est pas Dieu. Ça change tout quand même. Or, Descartes n'était pas du tout athée, hein, il était chrétien sans aucun doute. Mais il va remettre en cause et il va menacer l'ordre établi. Alors, bon, ça c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire pour la pensée cartésienne. Hein, je ne vais pas rentrer dans toute une série d'autres considérations. Il dit également qu'il y a deux principes fondamentaux, c'est la pensée et l'étendue. Ça va être remis en question, en particulier par Leibniz, dont je vais vous parler bientôt. Alors, après Descartes, il y a Nicolas Malebranche. Son nom est écrit au tableau. C'est un prêtre oratorien. Je vous ai dit que c'est l'exact contemporain de Louis XIV, puisqu'il naît en 1638 et qu'il meurt en 1715. C'est précisément les dates de naissance et de mort de Louis XIV. Alors, Malebranche raconte la légende. Maintenant, est-ce ou non qui s'est vraiment classé? Vous savez qu'il y a souvent des légendes à propos des inventions. Hein. Vous vous souvenez de la découverte d'Archimède, hein, qui aurait poussé Eureka dans sa baignoire. Ou, bon, il y a de tas de légendes à propos de
la création, l'invention d'un certain nombre de théories. Alors, la légende raconte qu'il eut des battements de cœur tellement forts en lisant le discours de la méthode, hein, qu'il est quasiment tombé dans les pommes et qu'il a dû arrêter la lecture. Alors, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? Ça fait partie, en tout cas, hein, oui, la légende, quoi. Enfin, ça permet de fixer peut-être certaines choses, mais je ne vous garantis pas du tout que c'est authentique. Hein. Je ne vous ai pas dit ça. Alors, Nicolas Malebranche, c'est un prêtre, ce que n'était pas Descartes. Or, si vous êtes prêtre, ce que vous voulez à tout prix faire lorsque vous faites de la philosophie, c'est de construire votre système en liaison avec la théologie. Je dis bien en liaison, pas obligatoirement à partir de la théologie, mais en tout cas en liaison. Et donc le souci du père Malebranche, de Nicolas Malebranche, est de construire, et plutôt d'unir le cartésianisme à la théologie catholique. Peut-être vous souvenez-vous que la semaine passée, en parlant des philosophes du Moyen-Âge, je vous ai dit qu'au XIIe et au XIIIe siècle, c'est le grand problème de ces professeurs d'université comme Albert le Grand ou comme Thomas d'Aquin que de concilier l'aristotélisme, que nous avons vu au début du cours précédent, et d'autre part, la théologie chrétienne. Et ils avaient montré que les deux étaient conciliables, mais que la philosophie n'avait pas à être subordonnée à la théologie. Donc ici se repose un problème comme cette révolution thomiste du XIIIe siècle, c'est ici de concilier maintenant cette grande découverte qu'est celle de Descartes avec le christianisme, avec la religion, la théologie chrétienne. Ce n'était pas évident. Alors comment fait-il intervenir Dieu ici? C'est ça son souci. Eh bien, par une théorie que l'on appelle l'occasionnalisme. L'occasionnalisme. En effet, s'il se passe quelque chose, vous avez un accident. On peut dire, j'ai eu un accident parce que, je suis tombé, parce qu'il y avait une pierre qui était devant moi, j'ai glissé, je n'ai pas regardé, etc. Donc vous pouvez expliquer ça rationnellement, il y a une explication. Bien, vous avez un infarctus, vous tombez, mais enfin tout ça a une explication. Ce n'est pas des événements surnaturels qui expliquent que vous tombez à un moment donné. Il y a une explication. Eh bien, pour Malebranche, ce qui s'est passé pour vous n'est rien d'autre qu'une occasion. C'est pour ça qu'on parle d'occasionnalisme. Ce n'est qu'une occasion. Parce que la cause finale des choses, c'est quand même Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis en place l'univers dans lequel nous fonctionnons, et que vous-même, lorsque vous trébuchez ou lorsque vous tombez, eh bien, vous ne faites que réaliser, je dirais, l'application d'une loi qui fait partie d'un projet divin qui peut être tout simplement la loi de la gravitation universelle, hein, mais mise en place par Dieu. Donc je n'ai pas dit que Dieu se vengeait d'une manière ou d'une autre parce que vous aviez péché, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, c'est l'occasion qui trouve sa cause inévitablement au bout de la longue chaîne, quand vous montez vers les origines, chez Dieu, qui a mis en place les lois de l'univers, tout simplement. Alors, je vous ai parlé de Malebranche, mais c'était une toute petite parenthèse, parce que les deux auteurs qui suivent sont plus importants, et il va falloir d'ailleurs que j'accélère, comme la leçon avance. Il y a ensuite Baruch Spinoza. Alors, Spinoza, c'est qui? Alors, Spinoza, c'est un philosophe, comme tous les personnages, tous les auteurs que je traite ici, mais qui est tout à fait original, parce qu'il n'est pas dans un moule. Il est au croisement de plusieurs traditions. Croisement de plusieurs traditions. Au début du XVIIe siècle, les Juifs, ainsi que les Maures,
été chassés de la péninsule ibérique. Alors ils avaient déjà été chassés en 1492 en Espagne par les rois catholiques Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Alors beaucoup de ces morts, de ces juifs s'étaient convertis à l'époque, mais ils ont été suspectés pendant tout le XVIe siècle pour fausse conversion, c'est-à-dire que extérieurement on disait, et c'était le cas d'ailleurs, parfois, ils s'étaient convertis pour survivre tout simplement, et que, je dirais, dans les caves ou en secret, ils continuaient à pratiquer leur culte. Et donc au début du XVIIe siècle, les Juifs sont définitivement chassés d'Espagne et du Portugal. Il faut savoir qu'entre 1560 et 1640, le Portugal est annexé à la couronne d'Espagne par Philippe II, le roi d'Espagne. C'est peut-être 1580, peut-être. En tout cas, oui, c'est peut-être 1580. Donc pendant 60 ans, le Portugal devient une dépendance du royaume d'Espagne. Beaucoup de Juifs vont partir, vont devoir partir un petit peu partout. Ces Juifs du sud de l'Europe que l'on appelle les séfarades, je l'écris au tableau, donc les séfarades, certains d'entre eux partent donc dans les Provinces-Unies. La famille de Spinoza fait partie de ces juifs séfarades, et une communauté de juifs séfarades s'établit à la limite, comment dirais-je, oui, dans les faubourgs d'Amsterdam, au début du XVIIe siècle. Spinoza appartient à cette famille, d'ailleurs son nom, Spinoza, renvoie très clairement à ses origines portugaises, mais il se fait que Spinoza n'est pas un juif orthodoxe du tout, et il va être mis au ban de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, date de son excommunication. Donc vous voyez que l'intolérance au XVIe ou XVIIe siècle n'est pas le fait uniquement des catholiques. On trouve également de l'intolérance chez les juifs, et on trouve bien sûr de l'intolérance aussi chez les protestants. Donc il ne faudrait pas avoir une vision réductrice de l'histoire des religions en disant, ben oui, les catholiques, ils avaient l'Inquisition, entendu, mais le refus d'accepter l'autre dans sa différence se trouvait dans toutes les communautés de l'époque. Et donc à partir de 1656, il est mis au ban de sa communauté, il va avoir des activités même diplomatiques, il va être dénoncé comme l'auteur du traité théologico-politique, donc du traité théologico-politique, dans lequel il remet en cause l'origine mosaïque du Pentateuque. Alors, l'origine mosaïque, c'est l'adjectif qui vient de Moïse. Donc, pour lui, ce n'est pas Moïse qui est à l'origine des 5 premiers livres de la Bible, donc de la Torah. Eh bien, ce sont des auteurs qui se sont succédés à travers le temps, qui progressivement ont complété la Torah. À la même époque, en France, on a un personnage semblable, un prêtre oratorien qui fait la même démarche et qui s'appelle Richard Simon. Alors, Spinoza va finalement être dégoûté par l'intolérance de son époque lorsqu'en 1672, ceux qui dirigeaient les Provinces-Unies, à savoir les 2 frères De Witt, ça s'écrit comme ceci,
Donc, lorsqu'en 1672, les frères de Witt sont assassinés, eh bien, il décide d'écrire un traité qui s'appelle l'Éthique. Mais Spinoza doit prendre évidemment des précautions, comme tous les écrivains sulfureux de cette époque-là, et il va expliquer en fait sa vision de l'éthique avec beaucoup de finesse, mais dans un langage très technique, pour que le commun des mortels ne puisse pas le comprendre et surtout pour que son livre ne soit pas condamné. Donc, quand on lit l'éthique, d'ailleurs comme les autres ouvrages de Spinoza aussi, il y a beaucoup d'hermétisme. Vous savez ce que c'est que l'hermétisme? C'est utiliser un vocabulaire que ne peuvent comprendre que les initiés. Quels sont les fondamentaux, comme on dit maintenant, hein, c'est vraiment la mode depuis quelques années, de la pensée de Spinoza? L'idée centrale pour Spinoza, c'est qu'il ne peut pas y avoir de différence entre Dieu et l'univers. Pour lui, Dieu, c'est l'univers. C'est pour ça qu'on l'a accusé de panthéisme. Hein? Le panthéisme, c'est une vision des choses selon laquelle Dieu est partout en même temps. D'où son expression, en latin, Dieu ou la nature, c'est-à-dire Dieu égale la nature. Dieu égale la nature. En latin, c'est Deus sive natura. Donc, sive, ça veut dire où. Donc, c'est Dieu égale l'univers, quoi. Égale la nature. Autrement dit, Dieu est partout, Dieu est en nous. Dieu est dans les plantes, Dieu est dans les minéraux, Dieu est dans les animaux, Dieu est partout. Il ne peut pas y avoir de distinction entre Dieu et l'univers. Alors comment arrive-t-il à cette affirmation? Parce que pour l'être humain, il y a nécessité d'avoir Dieu. Et s'il y a nécessité, cette nécessité ne peut être pensée que par Dieu lui-même qui est le grand tout. Donc on ne peut pas distinguer Dieu et l'univers. Alors, à la fin de sa vie, Spinoza va s'adonner à un métier que nous pourrions considérer comme banal à l'heure actuelle, mais qui est celui de l'optique. Il est devenu opticien. Donc il a passé ces dernières années de sa vie, ne recherchant plus évidemment le brouhaha, les dangers, le tumulte du monde, à polir des verres. Mais c'était un métier de pointe à l'époque. Hein. N'oubliez pas qu'au début du XVIIe siècle, hein, Galilée s'était fait remarquer hein, en utilisant une lunette qui lui permettait de vérifier le système de Copernic. Donc, la Terre et les planètes tournaient bien autour du Soleil. C'est aussi au XVIIe siècle que Van Leeuwenhoek utilise le microscope et que l'on va bientôt découvrir au XVIIe siècle les spermatozoïdes. Hein? Donc vous voyez que l'optique a un rôle essentiel au XVIIe siècle, à la fois pour les grands espaces, pour le macrocosme, et également pour le microcosme, hein, pour reprendre le titre d'un film de Jean-Jacques Hano, je crois, hein, Microcosmos. Donc vous voyez, la vue est quelque chose d'essentiel, mais cette vue, il faut pouvoir lui donner une capacité de comprendre le réel grâce à ces fameux multiplicateurs sensoriels que sont justement les instruments d'optique.
Alors, reste maintenant Leibniz. Son nom est écrit au tableau. Donc, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz est pratiquement un contemporain de Louis XIV également. C'est un Allemand. Il a beaucoup voyagé. Et d'ailleurs, dire que c'est un Allemand, c'est quelque part lui faire injure, parce qu'en fait, c'est un homme universel, et je dirais même que c'est, avec Erasme, un des premiers Européens tout court. Européen au sens de quelqu'un qui a une vision globale des choses, qui n'est en aucune manière nationaliste, et qui recherche, c'était d'ailleurs son projet de toujours, d'établir une paix universelle en Europe. Leibniz est un surdoué depuis sa toute petite enfance. Il a tout appris quand il était enfant et adolescent. C'est un des derniers esprits à pouvoir encore posséder des connaissances sur tous les sujets, aussi bien dans le domaine scientifique que dans le domaine littéraire, que dans le domaine historique, que dans le domaine juridique. Il s'est intéressé à tout. Et ce qui va lui permettre de vivre, c'est qu'il devient bibliothécaire du duc de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne, et il va être bibliothécaire pendant, jusqu'à sa mort. Je crois que sa mort c'est en 1726, si mes souvenirs sont bons. Attendez, je réfléchis. Non, il a commencé à travailler comme bibliothécaire en Hanovre, de Brunswick, oui, de 1776, non, de 1676 à 1716. Donc vous voyez, pendant 40 ans. Si je calcule bien, ça fait bien 40 ans. Hein. 1776 à... Non, 1676 à 1716, ça fait bien 40 ans. Donc il a été un bibliothécaire. Mais un bibliothécaire extrêmement savant. Extrêmement savant. Vous voyez où se trouve Brunswick? En allemand, c'est Braunschweig. C'est dans le nord de l'Allemagne. En Hanovre, maintenant. Hein? Alors, Leibniz, alors là, il a un système assez compliqué, je dois dire. C'est lui qui a introduit la notion de monade. M-O-N-A-D-E. Monade. Vous savez que monos, en grec, ça veut dire un seul, unique. Alors, pour lui, les monades, ce sont des, je dirais, des forces. Des forces. Mais des forces qui ne sont pas, par définition, visibles. C'est un petit peu comme des points mathématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Un point mathématique, c'est infiniment petit. D'ailleurs, si je demandais ici à un scientifique ou à un mathématicien de représenter un point au tableau, il ne me représenterait pas un point, il me représenterait une image d'un point dans lequel on pourrait trouver une infinité de points. Vous êtes bien d'accord? Le point, personne n'a jamais pu déposer un point, hein, puisque c'est infiniment petit. De la même manière que si je demande à quelqu'un de tracer une droite au tableau, ben, il va représenter un segment de droite, mais certainement pas une droite, puisque les droites sont infinies dans les deux sens, comme vous savez. Donc ce ne sont que des représentations. Eh bien la même chose, les monades, ça correspond à des points mathématiques, donc ça ne correspond à rien, et c'est pourtant le réel pour lui. C'est ça qui est difficile à imaginer pour nous. Donc on pourrait dire quelque part que ce sont des atomes, mais entendons-nous bien, ce ne sont pas des atomes matériels. Ce sont en fait des forces. Chaque monade est une force. Mais c'est assez compliqué à imaginer, hein, parce que c'est très abstrait le système de Leibniz. Vous devez imaginer que chaque monade est en fait un tout qui reflète tout l'univers. Et chaque monade ne possède ni entrée ni sortie, donc pas de fenêtre. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que
Oui, il évacue complètement l'idée d'étendue et de pensée propre à Descartes, car pour lui, ça ne tient pas la route, cela. Et c'est lui qui va inventer, alors quelque chose que les mathématiciens connaissent bien, c'est le calcul infinitésimal. Alors de la même manière que Descartes avait inventé la géométrie analytique, eh bien, Leibniz invente le calcul infinitésimal, qui sera inventé parallèlement et sans qu'il y ait de connexion entre les deux par Newton. Alors ça a fait des grosses bagarres, on a dit mais non, il a copié Newton, mais non, ils ont inventé la même méthode d'approche en mathématiques simultanément. Il y a parfois des découvertes qui se font en même temps. Ça paraît dur à avaler, parce qu'on est toujours dans un système où on ne peut pas imaginer que ça se passe en même temps, qu'il y en a évidemment un des deux qui a profité des travaux d'autres, et bien pas du tout. Ils ont inventé en même temps le calcul infinitésimal. Alors de quoi il s'agit? Eh bien, de la même manière, pour Leibniz, qu'un point, ou plus exactement, oui, qu'une courbe, que le point d'une courbe ou d'un cercle fait partie également d'une droite, tout simplement la tangente qui coupe en un point ce cercle, eh bien de la même manière, on peut imaginer à un niveau infime que le repos n'existe pas en tant que tel et que c'est le point infinitésimalement bas du mouvement. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour lui, et d'ailleurs c'est ce qu'on apprend quand on étudie les limites en mathématiques, dans un cercle, tous les points appartiennent à des droites. Eh bien, de la même manière, et ça va lui permettre d'utiliser le calcul des limites en physique, le repos lui-même, c'est mon Spinoza qui allait tomber par terre, donc le repos lui-même n'est que la partie, je dirais, l'état extrême du mouvement. Alors, la place de Dieu dans tout ça, eh bien, il explique dans un ouvrage qui s'appelle La Théodicée, écrit au tableau, la Théodicée. Pour ceux qui ont fait du grec, il y en a peut-être un de l'autre dans la classe ou pas? Non? Oui? Voilà. Vous voyez ce qui est écrit? Oui? Eh bien, la Théodicée, ça veut dire la justice de Dieu, en fait. Le jugement de Dieu. Bien de Théos et de Dikaï. Eh bien, Dieu ne peut qu'avoir permis le meilleur des mondes possibles. Car Dieu est la monade originale, c'est la monade reine, si vous voulez. Même dans une plante, vous avez une monade centrale qui est l'âme, ça vous paraît bizarre, mais pour Leibniz, il y a les âmes, les plantes ont une âme également. Et autour de cette monade reine, qui est l'âme, vous avez des monades servantes. Et pour Leibniz, toutes ces monades contribuent à l'harmonie de l'univers, puisqu'elles se renvoient les unes les autres sous des angles différents. L'image de cet univers.
Cette idée de Leibniz, selon lequel nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, eh bien, cette idée a été raillée par Voltaire dans Candide. Vous vous souvenez peut-être de Candide. Candide, ça veut dire innocent en latin ou en français. Quand on dit quelqu'un qui est candide, c'est un naïf, plus exactement, un naïf. Je crois que le mot naïf est préférable à celui d'innocent. Un naïf, vous savez, c'est celui naïf, qui vient d'ailleurs du mot natus en latin, celui qui vient de naître. Ça veut dire qu'il n'a encore aucune représentation et qui va croire naïvement, justement, tout ce qu'on lui raconte. Et donc, en donnant au personnage de ce conte philosophique le nom de Candide, justement, Voltaire se fiche de Leibniz. Parce que la théorie de Leibniz, c'est que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, et dans le roman Candide, ce conte philosophique plus exactement, il arrive toute une série de catastrophes à ce fameux Candide. Hein, il se fait prendre par des Turcs ou des pirates, il se fait prendre par des pirates, il arrive à Lisbonne au moment du tremblement de terre, donc il n'y a que des malheurs qui se succèdent dans sa vie. Et donc, l'idée selon laquelle nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, aux yeux de Voltaire, tout ça n'a pas de sens. Et c'est justement ce qu'il essaie de démontrer, à contrario, dans Candide. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris aujourd'hui les idées clés que j'ai essayé de mettre en évidence avant que je vous montre la bibliographie, à savoir que le rationalisme se définit a contrario par rapport à l'empirisme par une démarche a priori. Donc, c'est ce que je viens de dire, le rationalisme. C'est ce que je viens de dire maintenant. L'empirisme ou le rationalisme? Rationalisme. Oui, et bien donc, par une démarche a priori. C'est Patrick qui est en train de m'induire en erreur. Eh bien, ah oui, a priori. Voilà. A priori. Tandis que l'empirisme fonctionne a posteriori. On est bien d'accord, hein? Tu vois, le doute sur ton visage m'a troublé, du coup je me disais que j'étais en train de dire quelque chose qui ne correspondait pas à ma pensée profonde. Voilà. Alors, la notion d'idée innée chez Descartes, c'est pas une idée des idées que nous avons en nous depuis notre naissance, c'est pas ça du tout. C'est l'idée que nous avons des facultés, une potentialité en nous qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans un ordre prédéterminé. Un ordre qui existe a priori. Ça va? Donc vous avez bien compris que des idées innées, c'est pas ce qu'on peut vous expliquer éventuellement en psychologie, c'est-à-dire des idées qu'on a en nous, tandis que les idées acquises, ce sont celles que l'on apprend par l'éducation. Hein, c'est pas ça, la notion d'idée innée chez Descartes et dans le rationalisme. Je vous ai expliqué ensuite que Descartes pratique une méthode qui est celle du doute méthodique, qu'à partir de là, à partir de l'idée que c'est à partir du sujet que l'on peut reconstruire un système complet où l'univers tient ensemble et soit réalité et ne soit pas illusion et hallucination, a eu des conséquences importantes. On a vu que Malebranche a essayé d'unir, de faire rejoindre d'une part le cartésianisme avec la théologie chrétienne, par le biais de l'occasionalisme. Ensuite, dans un troisième temps, il est question de Spinoza. Alors, je vous ai expliqué que Spinoza considère qu'il n'y a pas de distance entre le sujet, entre le res cogitans de Descartes
et d'autre part Dieu, puisque Dieu, c'est le tout. Dieu n'est pas distinct de la nature. Dieu sait tout. Et enfin, dans un quatrième temps, Leibniz, comme Spinoza d'ailleurs, qui sont dans la veine du rationalisme et qui tous les deux s'éloignent de Descartes, Leibniz, lui, construit son système à partir d'une monadologie, c'est-à-dire un système où l'univers est composé de monades, c'est-à-dire des forces qui composent l'univers et issues de cette monade reine qui est Dieu. Je vais peut-être vous lire un petit passage à ce sujet-là avant de vous montrer la bibliographie. Alors, écoutez ce que dit Leibniz, ce qu'il écrit plutôt dans sa monadologie. La monade dont nous parlerons ici n'est autre chose qu'une substance simple qui entre dans les composés simples, c'est-à-dire sans partie. Et il faut bien qu'il y ait des substances simples puisqu'il y a des composés. Car le composé n'est autre chose qu'un amas ou agrégatum des simples. Or là où il n'y a point de partie, il n'y a ni étendue, ni figure, ni divisibilité possible. Et ces monades sont les véritables atomes de la nature, et en un mot, les éléments des choses. Et ailleurs, il dit ceci, toujours dans la monadologie, et comme une même ville regardée de différents côtés. Vous vous souvenez, je vous parlais de ces forces, enfin de ces monades où il n'y a pas de fenêtre, on ne peut pas entrer et sortir. Et comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre, et comme est multipliée perspectivement, il arrive de même que, par la multitude infinie des substances simples, il a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul, selon les différents points de vue de chaque monade. Ainsi, quoique chaque monade créée représente tout l'univers, elle représente plus distinctement le corps qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l'entéléchie. Et comme ce corps exprime tout l'univers par la connexion de toute la matière dans le plein, l'âme représente aussi tout l'univers en représentant ce corps qui lui appartient d'une manière particulière. Donc ce dernier paragraphe est assez éloquent. Alors, je vous montre quelques livres. Alors, tout d'abord, des ouvrages généraux. Histoire de la philosophie, cette fois-ci le tome 2, volume 1, qui porte sur la naissance et l'âge classique. Descartes, les cartésiens, Bacon, Hobbes, je vous en ai parlé tout à l'heure, Spinoza, le spinozisme, Malebranche et Leibniz. Donc, le cours d'aujourd'hui est une synthèse de ce livre. Alors, de Jean-François Revel, c'est très très lisible, Histoire de la philosophie occidentale, la philosophie classique, en livre de poche. Alors, d'André Robinet, qui enseigne à l'Université de Bruxelles, La pensée à l'âge classique, en que sais-je. De Jean-Louis Dumas, alors là c'est très lisible, hein, ça se lit comme un roman. Vivre et philosopher au grand siècle chez Privat. Alors, de Carlo Borghero, La certitude et l'histoire, cartésianisme, pyrrhonisme et connaissance historique. Vous vous souvenez ce que c'est que le pyrrhonisme, je l'ai expliqué la semaine passée, c'est le scepticisme. Hein. C'est publié chez Franco Angeli. Alors, maintenant les œuvres. Descartes, Discours de la méthode, en livre de poche. Ça, vous pouvez le lire, vous avez entendu ce que j'ai lu comme extrait tout à l'heure, vous avez entendu que c'est très lisible. Il y a de temps en temps des subjonctifs imparfaits, mais à part ça, hein, c'est écrit superbement et très compréhensible. Du même Descartes, cette fois-ci en édition bilingue, traduit du latin par le duc de Luynes, c'est une édition classique chez Vrin, Méditation de la première philosophie, traduit en français sous le titre
Méditation métaphysique. De Descartes toujours chez Vrin, règles pour la direction de l'esprit. Alors, ces lettres, texte choisi aux presses universitaires de France. Alors, sa correspondance, ça va dans le même sens que l'ouvrage précédent, entre autres avec Élisabeth. Alors, d'André Glucksmann, qui fut un nouveau philosophe, mais qui a écrit un ouvrage un peu polémique, Descartes, c'est la France. Vous savez qu'on associe la France souvent à l'esprit cartésien. Alors, de Malebranche, chez Flammarion, Recherche de la vérité, c'est son grand livre, je n'ai qu'à apporter ici que le tome 1. Alors, de Ferdinand Alquier, c'est un philosophe célèbre de l'après-guerre, Malebranche et Segers. Sur Spinoza, un petit que sais-je très bien fait de Pierre-François Moreau, Spinoza et le spinozisme, en que sais-je. Alors, il y a eu un numéro du Nouvel Observateur récent, j'essaie de trouver le numéro, oui, août 2009, consacré à Spinoza, le maître de la liberté. En même temps, vous voyez son portrait, je le montre à tout le monde. Spinoza. Alors, je vous ai dit qu'il s'est intéressé à l'exégèse biblique, et il y a un ouvrage de Saverio Miri qui s'intitule Richard Simon et la méthode historico-critique de Spinoza, publié chez Lemonnier. Alors, en Garnier-Flammarion, 4 volumes pour les œuvres de Spinoza. Dans le tome 1, vous trouvez son traité de la réforme de l'entendement, entre autres choses. Dans le tome 2, c'est son traité théologico-politique, qui lui a valu les ennuis que j'ai évoqués tout à l'heure. Le tome 3, c'est l'éthique. Et le tome 4, c'est son traité politique ainsi que ses lettres. Vous avez de nouveau son portrait que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, d'un neuroscientifique, vous savez que les neurosciences sont très à la mode depuis une quinzaine d'années, d'Antonio Damasio, Spinoza avait raison, joie et tristesse, le cerveau des émotions, chez Odile Jacob. Alors il montre, cet auteur montre qui est un neuroscientifique. Hein. Les neurosciences, c'est vraiment une discipline qui connaît un grand essor pour l'instant. Il montre qu'en fait, Descartes avait tort en séparant nettement le corps de la pensée. Et je crois qu'il était tout simplement, je dirais, dans l'esprit chrétien, selon lequel il y a, vous savez, l'esprit et la chair, et ce dualisme cartésien, heureusement on en sort. Il a fait assez de dégâts comme ça, hein, c'est ce qui fait que pendant longtemps, tout ce qui était sexualité, etc., était rejeté également. Il y avait l'esprit qui vole haut, et alors tout ce qui est matière, c'est sale. Voilà. Et Descartes considérait en fait que ce qui faisait le lien entre la pensée et le corps, qui pour lui était une sorte de robot, une machine, hein, c'était en fait des influx sanguins qui avaient des petites particules très, très, très fines, qui passaient dans les muscles et dans les nerfs et qui arrivaient au cerveau via ce que lui croyait avoir découvert comme étant le lien entre la pensée et le corps, c'est-à-dire ce qu'il appelle la glande spinéale, qui n'a aucun fondement sur le plan physiologique. Alors, sur Leibniz maintenant, la monadologie, chez Delagrave, ses essais de Théodicée en Garnier-Flammarion, et ses nouveaux entendements sur l'entendement humain en Garnier-Flammarion. Comme ça, vous voyez la photo, enfin, un portrait de Leibniz. Alors, sur Bayle, Leibniz et l'histoire d'Antonio Corsano chez Guida. Bayle, c'est en fait un grand érudit qui, en 1694, a publié un dictionnaire historique et critique. Et enfin, il ne faudrait quand même pas l'oublier, surtout pour les littéraires ici, les contes et romans de Voltaire, dans lequel vous trouvez, en Garnier-Flammarion, le fameux Candide. J'ai dit.